Bonjour, bienvenue, welcome to the Caribbean Innovation Institute. Bienvenue au Caribbean Innovation Institute, un think tank basé dans les Antilles, mais à vocation globale. Je suis Nicolas Lec, le président fondateur du Caribbean Innovation Institute. Bienvenue donc à l'Institut et surtout bienvenue au podcast Videocast du Caribbean Innovation Institute. Comme vous le savez, il y a deux versions. Une version in English for the English-speaking world et une version en français. Ce mercredi 4 juillet, j'enregistre cette nouvelle émission numéro 2 du renouveau du Caribbean Innovation Institute podcast. Bien, pas grand-chose de neuf pour cette émission. Malheureusement, nous sommes toujours en pandémie avec la version Delta qui complique bien les choses pour les voyageurs et pour notre vie de tous les jours, mais c'est toujours un facteur de changement et de transformation de notre société. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je continue à écrire ma formation sur le knowledge management et sur l'accompagnement au changement. Pas grand-chose non plus sur le buzz cette semaine. Nous sommes en plein été. Alors rentrons dans le vif du sujet. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette émission Maître Nsalou, docteur en droit spécialisé sur les PPP. Allez, on y va. Bonjour, bienvenue au podcast videocast du Caribbean Innovation Institute, version française. Aujourd'hui, j'ai un invité qui est Maître Nsalou. Néanmoins, j'ai quand même un problème avec vous parce que vous êtes aussi docteur en droit. Alors, vous êtes bicéphale, c'est Maître Nsalou ou c'est docteur Nsalou? Bonjour Nicolas, merci de me recevoir ici. Bon, vous avez les deux appellations, Maître Nsalou ou Docteur Nsalou. L'avantage de l'activité d'avocat, c'est qu'on peut en tout cas être docteur en droit et avocat, donc vous avez le choix, mais je pense que ce serait plus simple d'appeler Maître Nsalou, et dans mes activités universitaires, effectivement, le titre docteur aura toute sa place. Voilà, donc c'est Maître Nsalou ou Docteur Nsalou en fonction des lieux où je me trouverai. Alors, on aime bien, et j'aime bien en particulier, connaître un peu plus la personne qui est en face de moi et son parcours. Parlez-moi un peu de vous-même et de votre parcours et ce que vous faites. Alors, mon parcours atypique, je l'ai déjà dit dans d'autres cadres, je suis principalement, j'ai un parcours universitaire, donc je suis enseignant dans des universités françaises, notamment à l'université Paris-Saclay, qui est devenu donc le grand pôle Paris-Saclay. Je suis docteur en droit, enseignant, où j'ai la charge d'enseignement pour les Master 2. J'enseigne le droit des contrats publics comparés et je fais également l'accompagnement des entreprises à l'international. Donc cette activité-là est une activité qui se tient depuis quelques années, depuis 15 ans, donc, mais principalement avocat. Partenariat public-privé, les PPP, c'est quelque chose, c'est un acronyme un peu barbare. Moi, j'y connais rien, sauf que ce que je lis dans la presse. Donc, on entend parler, il y a des contentieux, il y a des problèmes, des intérêts sont en jeu. Est-ce que l'esprit public et l'esprit privé, c'est deux mondes à part, ils ne se comprennent pas, ils se parlent difficilement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est PPP? Alors, effectivement, PPP, c'est une appellation qui est en vogue, en tout cas qui est beaucoup utilisée dans certains montages. Donc, on appelle par PPP. Partenariat public-privé, c'est un montage contractuel d'abord. C'est un contrat qui s'inscrit dans ce que l'on appelle, dans le jargon technique, la commande publique. La commande publique étant un ensemble de contrats qui comprend
comprend en même temps les marchés publics, les délégations de services publics, et on y ajoute donc les PPP. Donc d'abord, le PPP est un montage contractuel, c'est un contrat qui lie personnes publiques, collectivités locales, établissements publics, avec un partenaire privé. Dans ce contrat, l'autre particularité, contrairement aux autres contrats que je viens de citer, les marchés publics et délégations de services publics, nous avons ce qu'on appelle le volet financement, donc qui est supporté généralement par le secteur privé. Donc ce sont des techniques qui sont mises en place pour aider la personne publique à construire un ouvrage, un contrat complexe qui regroupe à la fois la conception, la réalisation, la construction et la maintenance, également le financement. Donc on a dans ce contrat appelé PPP. En France, on a évolué. On a d'abord appelé ce contrat de partenariat, et depuis les récentes réformes qui ont été initiées en 2016, c'est devenu un marché de partenariat. Donc c'est un contrat complexe qui répond à des besoins complexes. Il y a le critère de complexité et qui regroupe à la fois l'expertise du secteur privé et du secteur public, avec un préfinancement et une mise en place d'un paiement échelonné, contrairement aux autres montages classiques que nous connaissons, sur lesquels je pourrais revenir pour que ce soit très clair la différence entre un marché de partenariat qui est appelé à l'international PPP, un marché public et d'autres montages qu'on appelle délégations de services publics. En tout cas, voilà un peu les trois critères à retenir. C'est donc la complexité du montage, avec un contrat qui devient un contrat global dans lequel on a à la fois la construction, par ailleurs on peut avoir la conception, on a la maintenance et aussi le financement qui se trouve être inclus dans ce type de contrat. Alors, je reviendrai plus largement. Maître Ansalou, si j'ai compris, on peut imaginer l'exemple peut-être d'un hôpital où il y a un groupe immobilier qui fait le financement, construit l'hôpital, fait les études, il y a des échanges avec le secteur public, et à un moment donné, les travaux sont finis, et puis ça se met en œuvre, et le public paye un loyer. C'est-à-dire, en fait, si j'ai compris, le public n'a pas d'investissement. L'investissement est fait par le privé, par les banques, et le public devient utilisateur avec un paiement sous forme de loyer. Alors, quand on parle du public, c'est le secteur public, c'est pas le public au sens des usagers. C'est donc l'État, la collectivité ou un établissement public, l'exemple que vous prenez ou un ministère de la Justice qui peut fabriquer des prisons. Tout à fait. Nous avons un exemple aussi parfait, puisque vous parlez du ministère de la Justice. Je tiens donc à informer ceux qui nous suivent que le palais de justice qui est aujourd'hui construit à Clichy, dans le 17e, à la porte de Clichy, est un PPP, c'est un montage qui a été fait sur la base du partenariat public-privé. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, le secteur public reste celui qui est à l'initiative donc du besoin. Ce que nous appelons en termes techniques la définition des besoins la définition de besoin se fait plutôt en amont par l'établissement public qui détermine donc les enjeux. Il y a un préalable qui est important qu'on appelle les études préalables se font, donc les études de soutenabilité financière qui doivent être faites parce que le PPP doit être équilibré sur le plan financier. Donc c'est cela. Le secteur public ne préfinance pas, définit en amont le besoin, ensuite définit également la procédure. Généralement, c'est en dialogue compétitif. Et par la suite, on a donc le secteur privé qui arrive avec son expertise, avec le préfinancement. Donc ça reste un montage intéressant puisque ça permet de concilier l'expertise du secteur privé, ou d'amener en tout cas l'expertise du secteur privé dans le secteur public. Au départ, contrairement au marché public, donc il n'y a pas de financement. L'État, en tout cas la collectivité publique, ou le secteur public comme vous l'avez appelé, ne préfinance pas. Donc il y a un financement qui est fait par le secteur privé, et les loyers qui sont payés par la suite par le secteur public commencent à partir de la livraison. Bon,
depuis les récentes réformes et la possibilité de faire des pré-loyers dès lors que le projet est en construction, mais toujours est-il que le montage est intéressant dans la mesure où c'est le secteur privé qui supporte donc la construction, le financement, et le secteur public intervient à partir de la livraison généralement, c'est-à-dire de la réception de l'ouvrage, on définit les loyers. Le privé se retrouve puisqu'il y a ce que nous appelons l'amortissement des investissements du secteur privé, qui doivent être en tout cas ce qui devrait être défini en amont. Par ailleurs, je veux dire, cet amortissement peut intervenir avant. Ah oui, je peux comprendre alors que le secteur privé a intérêt à finir les travaux dans les temps, puisque d'après ce que j'ai compris, il ne touche pas d'argent tant qu'il n'a pas livré. Donc si ça traîne, ça lui coûte encore plus cher. J'aime bien le mot partenariat, parce qu'il y a quand même des conflits d'intérêts évidents entre les deux parties. Mais comment est-ce que le parti public va s'assurer de la qualité des travaux du privé? Donc, il y a 3 critères déjà dans ce type de montage de PPP. Il y a d'abord le critère de complexité technique, c'est-à-dire on a donc le critère technique, le critère financier, le critère juridique. Donc vous voyez, en amont, on regarde tout cela, comme j'ai dit tout à l'heure, le besoin est défini de manière équilibrée et il y a une procédure qui est mise en place et c'est le meilleur qui gagne généralement dans ce type de montage. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est des grandes œuvres, c'est des hôpitaux, Oui. c'est des prisons, c'est d'autres que je connais pas, mais quelle est la taille? Est-ce qu'il y a des petits projets? Oui. Oui, on peut faire du PPP sur des petits projets, des constructions de gymnases, des constructions de piscines municipales. Là, c'est un montage, au-delà de la notion, un montage qui se pratique aussi à l'international, hein, beaucoup plus dans les pays africains où il y a des gros besoins, en tout cas en matière d'infrastructure. Mais, comme je réponds à votre question, le PPP peut répondre à des objectifs aussi, à des besoins sur mesure, en quelque sorte. Alors, oui. Vous avez mentionné l'Afrique. Parlez-moi un petit peu de l'Afrique et les marchés africains avec les PPP. Alors, intéressant de glisser sur l'Afrique, puisque c'est vraiment mon expertise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'avocat, j'exerce beaucoup sur le continent, pour le continent africain, et je participe à cette œuvre gigantesque qui est la construction du cadre juridique en matière de PPP dans des pays africains. Le PPP, c'est beaucoup pratiqué en Afrique sous la forme plutôt des grandes concessions. En Afrique, on a un problème. On a la pratique du PPP sur le plan des montages contractuels, on peut en trouver. Par exemple, j'aime toujours citer l'exemple des concessions portuaires qui sont confiées à l'entreprise Bolloré, dont je fais partie de l'Afrique, je ne fais pas la pub, mais c'est un exemple, un modèle de PPP qui se pratique bien en Afrique. Mais la particularité de ces montages, c'est qu'on n'a pas de cadre juridique dans ces pays. On a, sur le plan pratique, on a un montage qui est un PPP, mais on n'a pas de loi PPP. Donc, le cadre légal n'existe pas, mais le montage contractuel y est déjà. Au Congo-Brazzaville, que je connais très bien, également, nous avons des montages qui sont faits sous la forme de PPP, mais en l'état actuel, il n'y a pas de loi PPP. Donc, l'Afrique, dans sa pratique, effectivement, a quelques montages PPP. Il reste la grande problématique, et donc le travail que nous faisons, nous, avocats, et d'autres également qui le font, c'est d'accompagner les États africains dans la mise en place des cadres juridiques et ensuite installer également les organes de gestion des PPP. Mais c'est un chantier intéressant pour le continent africain qui a d'énormes besoins en matière d'infrastructure, en matière effectivement de construction de routes, d'hôpitaux, et le PPP répondrait au mieux, en tout cas, à ce type d'attente sur le continent africain. Donc il faut mettre en place des lois. Oui. Pour mettre en place des lois, il faut que les gens aient la connaissance. Oui. Comment apporter la connaissance au gouvernement et aux élus, puisque normalement une loi c'est votée par des élus, donc peut-être que les élus aient la notion de ce que c'est. Comment faire pour disséminer cette connaissance et faire que ces lois apparaissent?
Bon, sur le travail législatif, effectivement, vous avez raison. L'initiative des lois appartient essentiellement, partagée entre le Parlement et les gouvernements africains. Donc c'est vraiment du local. Hein, c'est le pouvoir local qui doit définir, en tout cas, le processus de mise en place d'un cadre juridique. Hein. Nous avons par ailleurs une autre ouverture pour des États africains. Nous travaillons beaucoup avec des partenaires internationaux, qui sont donc les bailleurs internationaux, comme la Banque mondiale, l'AFD et l'Union européenne par le Fed. Nous avons des montages qui se font sous la forme de PPP financés par des bailleurs internationaux. Là, on a ce qu'on appelle les directives des bailleurs qui arrivent avec un cadre juridique déjà défini qui serait donc le PPP à l'international avec un financement qui viendrait à l'international. Sur les pays, il y a un travail à faire, c'est de sensibiliser d'abord, que le PPP est le montage qui conviendra le mieux, compte tenu également de la rareté des finances publiques dans ces pays-là et des problématiques de gestion des autres montages contractuels, à savoir le marché public et les délégations de services publics qui ont été mal gérés du fait que c'était vraiment essentiellement géré par les fonctionnaires. Or là, on a le secteur privé qui arrive avec des objectifs effectivement de rentabilité et on a également l'avantage, c'est que c'est préfinancé avec des équilibres financiers définis. Je pense qu'il y a un travail à faire de sensibilisation et d'approche donc des autorités et c'est à eux également d'aller ou de faire venir l'expertise. Un partenariat public-privé, c'est normalement gagnant-gagnant. On peut dire les choses ainsi, gagnant-gagnant, mais on n'est pas totalement toujours gagnant-gagnant. Il y a des équilibres. Et bon, c'est pas la panacée, hein, le PPP. Ça s'adapte pas à tous les secteurs aussi. Il y a des secteurs qui sont, qu'on peut mettre en PPP, d'autres difficilement. Mais aujourd'hui, ça peut être résumé comme ça, rapport gagnant-gagnant, mais avec des objectifs fixés de part et d'autre, des contraintes. C'est un contrat avec des obligations, c'est un cadre juridique bien défini. Donc, je reviens encore sur le fait que il y a des objectifs de performance que l'État fixe, il y a des objectifs de rentabilité, de ce que j'ai dit tout à l'heure, d'amortissement, hein, des financements ou des investissements, et ensuite il y a cette possibilité intéressante d'échelonner le paiement, hein, pour des loyers et se définir dans le temps, et alors que dans le marché public on est dans un rapport la contrepartie de la prestation et le paiement d'un prix par la personne publique. Il n'y a pas de préfinancement dans le marché public. Et en délégation de service public en concession, le prestataire, plutôt le titulaire, le délégataire, celui qui donc exécute le marché, se rémunère essentiellement sur l'exploitation. Donc il y a le risque qui est le risque de l'exploitation. Or, en PPP, il y a ce qu'on appelle une notion importante, c'est le partage de risques. Les risques sont partagés. Donc d'où je vous rejoins sur effectivement gagnant-gagnant, mais il y a aussi partage de risques. Oui. Donc ça peut être pardon. Pardon, on a eu des échecs, hein, dans les PPP, on a eu des échecs, je ne vais pas les citer ici, mais il y a eu des échecs de montage PPP du fait de la mauvaise définition de l'équilibre financier ou du fait effectivement des contraintes qui n'ont pas été anticipées et finalement le PPP n'a pas été gagnant. Donc, manque de préparation, manque de négociation, manque de connaissances font que parfois ça devient compliqué. Oui, d'où la nécessité de faire appel à un avocat spécialisé pour avoir le bon contrat. Alors, en sachant de quel côté de la table on se trouve, c'est-à-dire public. Après, en Afrique, nous avons un vaste champ. J'ai vu plusieurs montages PPP en Afrique qui ne sont pas stricto sensu des PPP au sens juridique du terme. Au Sénégal, on a tendance à appeler tout partenariat
qui associerait le privé et le public en PPP. J'ai assisté, en tout cas, à mes clients dans un montage contractuel qui était que les fonctionnaires deviennent propriétaires, puisqu'on avait des difficultés, on avait constaté que les fonctionnaires africains du Sénégal terminer leur vie professionnelle sans être propriétaires sur certaines activités professionnelles au sein de la fonction publique. Donc, on avait mis en place un montage qui permettait donc aux fonctionnaires de participer à la construction de maisons, c'est-à-dire donc on avait un partenaire privé qui construisait des maisons et la banque garantissait donc le paiement et par donc le salaire du fonctionnaire, on percevait à la source, on prélevait à la source donc les recettes, les loyers qui étaient reversés aux partenaires privés. Donc c'était un montage PPP pour faire en sorte que voilà, en fin de carrière, ils deviennent propriétaires. Ça a été appelé du PPP. En Afrique, on a la possibilité de faire plusieurs partenariats publics-privés dans des secteurs à la fois alors des secteurs de routes autoroutiers et autres secteurs, mais la difficulté reste quand même lorsque c'est l'usager qui supporte. Oui. En Afrique, je dis pas que c'est culturel, mais on a ces difficultés-là parce que l'usager, au final, on peut avoir des difficultés en tout cas, le paiement de la redevance. Donc, ce qui fait que généralement, on a des PPP qui sont plutôt des PPP à paiement public et non à paiement concessif, c'est-à-dire par l'usager. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais je voulais juste vous expliquer que le PPP pouvait s'adapter à d'autres secteurs. Le secteur agricole s'adapte bien en Afrique également. On a des PPP. On a le secteur des infrastructures routières, je l'ai dit. Le projet de construction d'un pont entre les deux Congos, la RDC, Kinshasa et Brazzaville, est un projet qui se mettrait sous la forme de PPP avec des financements internationaux, avec l'aide financière qui viendrait des bailleurs. On a un modèle aussi de deux PPP qui ont réussi en Afrique. En Côte d'Ivoire, nous avons le pont qu'on appelle le pont Henri Konan Bédié, est un PPP qui pour l'instant, donc la soutenabilité financière fait que voilà, ça fonctionne bien. Nous avons l'autoroute au Sénégal qu'on appelle l'autoroute de Diamniadio qui fonctionne aussi sous la forme de PPP et une réussite est une réussite aussi. Et on a toutes les concessions portuaires Bolloré, j'avais cité tout à l'heure, qui sont des PPP sur le montage contractuel, même s'il n'y a pas de cadre juridique dans certains pays où nous avons ce type de contrat. Un forme de contrat en augmentation, il y en aura de plus en plus. Voilà, ça c'est bien. C'est excellent. Alors, une approche très très business, un peu américaine, le fameux SWOT. Hein. Quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques. Alors, en deux ou trois mots, PPP, les forces. Les forces du PPP, alors nous avons la présence du partenaire privé, donc l'expertise du privé qui vient dans le secteur public parce que je connais les deux secteurs. Je suis enseignant dans des universités, donc je sais ce qu'on entend par les contraintes du service public et je connais aussi le secteur privé puisque je suis avocat. Donc c'est toujours un plaisir de travailler avec le secteur privé, d'échanger sur les bonnes pratiques. Voilà, comme on dit. Donc on a cet avantage-là de travailler avec le secteur privé, d'avoir l'expertise du privé. Il y a le préfinancement. Donc on ne débourse pas. Ça répond donc à la problématique de difficultés budgétaires que les personnes publiques peuvent avoir. Et on a l'autre force, c'est des objectifs de performance qui sont définis et l'échelonnement, le paiement, voilà, dans le temps des loyers. Donc on ne paye pas à l'entrée, à la livraison, mais on met en place un calendrier. Il y a d'autres avantages, c'est voilà, on évite de passer d'autres marchés. On a un marché global, on a un marché qui à la fois répond à la conception, à la construction, à la maintenance, l'exploitation, la maintenance et les problématiques de financement. Voilà. Alors on fait la première boîte. Force. Oui. À côté,
Faiblesse. Bon, faiblesse, il y en a toujours. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la panacée. Donc, le PPP n'est pas la solution, ne s'adapte pas à tous les secteurs. Donc, les faiblesses, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un marché complexe. Donc, dès lors qu'il y a complexité, il y a réticence. Donc, c'est complexe pour à la fois le secteur privé qui ne souhaite peut-être pas aller contractualiser avec l'État dans un contrat qui est complexe avec des obligations très très contraignantes par ailleurs. Ça peut également être difficile pour des PME, maintenant on a évolué un peu le cadre juridique. A beaucoup évolué sur ce terrain-là, puisqu'on a des pourcentages qui sont réservés aux petites et moyennes entreprises. On réserve donc une part de PPP à des PME. Donc c'est l'une des faiblesses, c'est un marché complexe. Qui dit complexe, dit réticence. Donc, quand on vous dit que c'est complexe, on n'y va pas comme ça. Donc, et l'autre faiblesse que l'on peut également définir, c'est cette question de le secteur privé qui arrive avec des objectifs. Lorsqu'on est du regard du côté public, vous l'avez soulevé tout à l'heure, l'objectif du secteur privé, c'est la rentabilité. Donc, du coup, par moment, voilà, il y a des réticences du côté des élus, du côté du secteur public, avec effectivement l'arrivée massive, en tout cas avec toute leur force, parce qu'ils se déplacent avec toute une armée. Hein. Le secteur privé qui y va, ce sont des grands groupes. Et la difficulté qu'on a, l'autre faiblesse, c'est que le secteur public n'est pas, par moment, très outillé. Donc il n'y a pas l'expertise technique juridique en face, alors que le grand groupe se déplace avec toute une armée d'avocats et de techniciens. Donc ça peut être aussi, voilà, ça fait partie des réticences. Vous allez travailler à combler ces lacunes avec la formation. Oui, bon, on est là pour sensibiliser. La formation, elle est utile, à la fois pour ceux qui sont en France, ceux qui sont à l'international en Afrique. Il faut se former. Il faut vraiment se former, s'informer, et s'il y a des experts qui sont là pour répondre aux questions, ne pas hésiter à suivre et à être sensibilisé sur les enjeux d'avenir, parce que c'est un montage qui a de l'avenir, qui a encore toutes ses preuves à faire devant nous, et je pense que ça s'équilibre un peu, force et faiblesse, j'espère. Hein. Oui, absolument. Alors, il nous reste peu de temps. Les deux dernières boîtes, c'est opportunité et risque. Et moi, j'aime pas cet enchaînement opportunité-risque. Je préférerais que vous parliez un petit peu des risques pour finir sur les opportunités. Donc, quels sont les risques? Bon, les risques d'un PPP, vous voulez dire? Oui. Bon, les risques, c'est, comme je l'ai dit, c'est s'engager sur un contrat avec des engagements financiers à tenir, les loyers, alors que le contrat peut s'avérer moins rentable dans le temps. Donc, ça fait partie du côté l'aléa un peu, hein, le côté aléa du contrat, hein, puisque ça repose sur une forme de bénéfices à venir, donc, ou de rentabilité à venir. Le PPP peut s'avérer moins rentable que ce qu'il a été défini avant. C'était la première partie. Hein, oui, et la dernière case, parce que c'est très américain, hein, c'est des boîtes, hein, force, faiblesse, opportunité, risque. C'est pourquoi d'ailleurs. Opportunité. L'opportunité de contractualiser sur des gros projets, sur des projets complexes, sur des montages complexes, que l'on peut peut-être pas monter sous la forme de marché public. Parce que le marché public répond à un besoin, on construit un ouvrage, c'est de la fourniture, c'est voilà, la contrepartie c'est le paiement de prix, il faut budgétiser, donc l'opportunité, c'est l'opportunité de faire des gros projets avec des partenaires puissants, des partenaires privés, le financement avec la force du secteur privé comme je l'ai dit, et aussi de permettre des échanges et de bonnes pratiques entre le secteur privé et le secteur public, et au final de répondre à la problématique qui est celle de la rareté des finances publiques du côté public. Et c'est ça que je retiens en fait, c'est que si on n'avait pas
ce type de montage, aujourd'hui, il y a plein de projets qui ne pourraient pas se faire. Je pense que le PPP répond à des gros enjeux de construction, d'infrastructures, de besoins du secteur public. C'est une chance. Ça aurait peut-être pu être fait sous d'autres montages, mais dans le temps, on n'optimiserait pas. Je pense que je vous ai expliqué que c'est un montage complexe qui prend à la fois un marché de conception, un marché de construction, un marché de maintenance et le financement qui se trouve être également intégré. Donc on est dans une forme de plusieurs contrats dans un seul contrat. Donc c'est plutôt une chance, je dirais, et de faire les choses en une fois comme ça, et voilà, de surveiller un peu les équilibres de financement et de rentabilité par ailleurs. Voilà. Maître Nsalou, merci. J'ai envie de vous proposer quelque chose parce que c'est un sujet qui est complexe et ça me rappelle un peu le knowledge management où on vient de toucher la partie immergée de l'iceberg. J'ai envie de vous proposer de réaliser ce que j'appellerais un knowledge café, si vous êtes d'accord, où on ferait une émission en direct avec des invités, avec une inscription libre mais contrôlée parce qu'il faut quand même avoir un minimum de sécurité aujourd'hui sur les réseaux. On s'est fait hacker dans le passé, donc maintenant je mets les choses en place de manière à ne plus être hacké. Vous seriez d'accord pour participer à un knowledge café où pendant une demi-heure, vous représentez un petit peu ce que c'est que les PPP, ensuite vous répondez aux questions des personnes qui suivent l'émission? Ce serait un direct? Oui, vous savez, comme je l'ai dit dans mon propre introductif, je suis très passionné par cette mission qui est celle de transmettre. De donner. Ça fait plus de 15 ans que je le fais avec le même élan, avec la même passion auprès des étudiants, à l'école des avocats où j'interviens également, à l'EFP, à l'école de formation des élèves avocats, à l'ENA où je participe à la formation des hauts fonctionnaires africains qui viennent dans le cadre de la coopération. Donc je répondrai avec plaisir à votre invitation dans le cadre du Knowledge Café pour effectivement apporter ma part, ma contribution à cet édifice sur les PPP que nous sommes en train de construire dans ce volet sensibilisation, formation et simplifier aussi. C'est un contrat complexe, mais on peut simplifier dans la transmission du savoir-faire sur ce contrat. Donc oui, je viendrai volontiers répondre à vos questions, aux questions de ceux qui vous suivent et pour apporter effectivement mes réponses. Merci beaucoup, Maître Nsalou, et merci à vous, Docteur Nsalou, pour votre double casquette. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment et votre temps. Et puis à très bientôt pour le Knowledge Café. Merci Nicolas, merci. À très bientôt. Nous avons entendu Maître Nsalou. Merci à lui de nous avoir parlé simplement d'un sujet complexe qui sont les partenariats public-privé. Je pense que ça va être un type de contrat qui va aller en croissant, simplement du fait que le public a de moins en moins de moyens et le privé a quand même beaucoup de moyens. Donc cette association des deux mondes va être pour le meilleur des mondes. Et comme vous l'avez entendu, nous allons organiser un Knowledge Café spécifiquement sur ce sujet avec Maître Nsalou, que nous allons annoncer incessamment sous peu. Le Knowledge Café se déroule d'une manière très simple, c'est 25 minutes de présentation et une demi-heure où vous allez avoir l'opportunité de poser vos questions directement à Maître Nsalou. C'est un direct, ça sera enregistré pour la sauvegarde et la pérennité. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle émission du Caribbean Innovation Institute Videocast Podcast. À bientôt.